Alors si je comprends bien, cette première tentative a échoué. Oui, maître. Nous sommes sans nouvelles de Unité 64. C'est intolérable. J'en ai assez que ce minable se joue de moi. J'ai promis au seigneur Grimaldi de détruire le dernier Multacérébra en vie. Il m'a offert la possibilité de vivre indépendamment de lui, et je ne dois pas faillir à ma mission. Et si vous me laissez essayer de le tuer à nouveau? Pour que vous échouiez encore une fois? Non! Il est hors de question que je gaspille mes moyens une fois de plus pour vous faire évader. Si j'en juge par ce nouvel échec, j'en déduis que mon armée n'est pas encore au point. Ok, donc d'après les informations que j'ai pu relever, la base du Migal se trouve à Pont-Réan. Pont-Réan? Ça va, je pourrais m'y rendre sans difficulté, mais je vais pas vraiment pouvoir y aller seul. Je vais essayer de contacter quelqu'un qui pourra vous aider. Ok, moi pendant ce temps, je vais aller m'occuper du dernier épisode. Le cinquième élément, La Ligne Verte, Mad Max Fury Road, Une Nuit en Enfer, les films Batman et Marvel, les filmographies de Tarantino et Del Toro. Dans cette émission, on a déjà abordé plein de films que j'adore. Et afin de clôturer cette saison 2, il est grand temps d'aborder une saga dont je place au moins une référence à chacune de mes vidéos, la saga Terminator. On va commencer sans mettre de gants, la saga Terminator est une des sagas à avoir le plus souffert ces dernières années en termes de vieilles licences qui s'étirent au fil des ans. Et autant pour certaines sagas comme Star Wars ou Jurassic Park, ces sagas avaient et ont encore du potentiel pour étendre leurs univers, même si je ne suis pas fan des opus récents. Autant Terminator, malgré deux excellents premiers films, n'avait pas des bases suffisamment fortes pour aller très loin en gardant un certain niveau de qualité. Et ce pour des raisons qu'on détaillera au fur et à mesure de cette rétrospective. On va revenir sur les 6 films et voir à quel point la saga s'enfonce de plus en plus dans une poubelle. Nous sommes en 1984, James Cameron, après le succès de son court-métrage Xenogenesis, réalise son premier long-métrage Piranha 2, suite du film de Joe Dante sorti en 1978. Enfin, pour être plus précis, Cameron n'a réalisé le film que suite au départ du réalisateur Ovidio Assonitis. Le tournage chaotique fit tomber le pauvre James malade et lui fit faire des cauchemars. Une nuit, il rêva d'un énorme squelette métallique détruisant tout sur son passage et poursuivant sa victime sans échappatoire possible. Hanté par ce rêve, il se mit dès le lendemain à écrire un scénario basé là-dessus. Une fois le tournage de Piranha 2 terminé, le film sort, et aussitôt sorti, aussitôt oublié, y compris par James Cameron lui-même, considérant que Terminator sera son vrai premier long métrage. En 2029, une guerre nucléaire a ravagé une grande partie de la population, et ce qui reste de l'humanité se bat contre une armée de machines dirigée par une intelligence artificielle nommée Skynet. Afin d'être sûr de gagner la guerre, Skynet envoie un robot dans le passé pour tuer Sarah Connor, mère du futur leader de la Résistance avant même la naissance de ce dernier, et en parallèle, la Résistance envoie un de ses soldats, Kyle Reese, afin de protéger Sarah. Pour son script, Cameron s'est inspiré de divers films à succès comme Driver, Mad Max 2 ou Assaut, mais surtout de la série Au-delà du réel. Inspiration qui n'a pas échappé à un des scénaristes de la série, Harlan Ellison, qui a intenté un procès pour plagiat à James Cameron à peine quelques jours après la sortie du film. Orion Pictures, la société qui a produit le film, a donc dû être obligée de dédommager Ellison, chose à laquelle Cameron ne pouvait pas s'opposer parce que sinon l'autre option ça aurait été qu'il paye lui-même. Mais bref, Cameron écrivit le script avec son ami Bill Wisher, qui écrivit les premières scènes impliquant Sarah Connor et la scène du commissariat. Et séparés par la distance géographique, Cameron et Wisher s'envoyaient les résultats de leurs travaux en s'enregistrant sur des cassettes audio. Bah ouais, ils avaient pas internet à l'époque. Au départ, il devait y avoir deux robots envoyés dans le passé, un qui correspond au T800 du produit final, et l'autre composé de métal liquide, idée que Cameron a laissé tomber car il avait une image précise de comment il voudrait le présenter à l'écran, mais aucune technique d'effets spéciaux de l'époque ne pouvait le lui permettre. Cette idée fut néanmoins conservée pour le second film, mais on y reviendra. Mais le problème majeur était que le film n'était doté que d'un budget assez faible et ne se prêtait pas suffisamment pour montrer longtemps le cyborg sous sa vraie forme. Plusieurs procédés ont été utilisés comme un animatronique et de l'animation stop motion, le tout géré par Stan Winston qui fera plus tard les dinosaures de Jurassic Park. Mais aussi d'avoir un acteur réel et d'en faire la grande star du film. C'est pourquoi fut prise la décision de faire en sorte que le robot ait d'abord une apparence humaine. Niveau casting, le studio avait d'abord proposé O.J. Simpson dans le rôle du T800, mais Simpson n'était pas crédible pour un sou aux yeux de Cameron pour un tel rôle. Et tant mieux d'ailleurs, parce que ça fait pas de mal de rappeler que les sportifs, quand ils jouent un rôle principal dans un film, ça donne jamais des super trucs. Même si bon, comme le rôle est assez mono-expressif, ça aurait pu passer. Dites ça parce que je suis noir. Cameron proposa ensuite le rôle à Lance Henriksen, qui jouera le sergent Vukovic à la place, puis Mel Gibson refusera le rôle, car occupé par Mad Max 3. Et Sylvester Stallone refusa également, et c'est pour ça que tu vois Stallone en Terminator dans Last Action Hero, c'est un clin d'œil. Et c'est après le refus de Stallone que Arnold Schwarzenegger est arrivé dans le processus. Après une carrière de mannequin, il n'avait jusque-là joué que dans des films pas terribles avant d'être révélé en 1981 par Conan le Barbare, dont la suite sortira justement la même année que Terminator. Mais à l'origine, les studios avaient approché Schwarzenegger pour le rôle de Kyle Reese. Mais là encore, Cameron n'y croyait pas trop. Mais quand ils se sont rencontrés, Cameron fut impressionné par le bonhomme et lui proposa donc le rôle du T800. Proposition à laquelle Arnold a un peu hésité car c'est un rôle drastiquement différent de celui de Conan. Et c'est assez marrant de voir que la promo du film a préféré mettre plus en avant le méchant que le héros.
Ouais, c'est original. En même temps, il y a de quoi, il est charismatique, imposant, et il rend chacune de ses apparitions terrifiantes en faisant probablement un des meilleurs méchants de l'histoire du cinéma. Rien que la génialissime scène du commissariat nous le prouve. Et pour Kyle Reese, c'est finalement Michael Biehn qui obtient le rôle, bien que sceptique à la base car jugeant l'idée du film assez conne, mais accepte finalement après une rencontre avec Cameron. Et Sting aurait pu jouer le rôle, mais bon, Sting dans un film de SF, chacun ses goûts, hein. Puis par la suite, Linda Hamilton fut engagée pour Sarah Connor. Et le film aborde les thématiques de SF en vogue à ce moment-là, le thème de l'apocalypse que Mad Max 1 et 2 ont popularisé quelques années avant, et le voyage dans le temps qui ne connaîtra cela dit sa popularité qu'un an plus tard avec Retour vers le futur. Et justement, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur la logique temporelle de la saga. Il y a 3 façons d'écrire une logique temporelle quand on écrit un scénario de voyage dans le temps. La timeline dynamique, où chaque modification faite sur le passé a des répercussions sur le futur, c'est la plus simple à utiliser car c'est la moins complexe, mais ça c'est le point de vue d'un mec qui a maté Retour vers le futur en boucle. La temporalité qui crée des univers alternatifs, un peu moins fréquente cela dit, et celle mise en avant par Terminator, c'est la chronologie fixe. On ne peut pas changer le destin, on ne fait que retarder les échéances. Et avant de juger de la cohérence du scénario, il faut bien replacer le film dans la bonne théorie du temps. Pour faire simple, le T-800 est envoyé pour tuer Sarah et Reese est envoyé pour la protéger, ça c'est très bien. Mais le problème c'est qu'à côté il y a certains détails qui créent des paradoxes, puisque on sait que c'est John qui a envoyé Reese protéger sa mère, et au cours de sa mission, Reese et Sarah tombent amoureux l'un l'autre et conçoivent John ensemble. Ce qui est assez bizarre du coup, mais c'est pas le sujet. Ce qui fait que d'après cette logique, si John n'avait pas envoyé Reese dans le passé, ce dernier n'aurait pas rencontré Sarah, il n'aurait jamais procréé John, et John n'aurait pas existé. J'avoue que c'est pas très clair, mais il y a encore mieux. Puisqu'on apprend dans le deuxième film que Skynet a été développé à partir du morceau du T-800 détruit à la fin du premier film, car retrouvé par une équipe de recherche. Donc ça veut dire que si Skynet n'avait pas envoyé le T-800, il n'aurait pas été détruit, de ce fait ces débris n'auraient jamais été découverts et n'auraient pas permis à Skynet de se développer et de créer cette même machine. Et le fait que seules des matières organiques puissent se déplacer à travers le temps, donc ne pas avoir de vêtements, je pige pas trop ce choix, mis à part pour... Et puisqu'on a commencé à en parler, après le succès du premier film, Cameron avait envie d'exploiter un peu plus cet univers en explorant les concepts qui n'avaient pas été retenus dans le premier film. Entre temps, il réalise Aliens le Retour, suite du Alien de Ridley Scott et Abyss. Et comme George Lucas avec la prélogie Star Wars, il a attendu que les techniques d'effets spéciaux évoluent afin de pouvoir mettre en œuvre sa vision. Et l'image de synthèse commençait doucement à faire ses preuves. Le premier film à utiliser cette technique fut l'excellent Tron sorti en 1982, mais qui malgré sa technique révolutionnaire s'était ramassé au box-office. Mais l'image de synthèse ne sera vraiment popularisée que grâce à la sortie de Terminator 2 en 91. L'histoire développe la continuité du précédent film en suivant cette fois-ci un T-800 envoyé dans le passé non pas pour tuer mais pour protéger un John Connor adolescent, car un autre Terminator plus perfectionné, un T-1000, est envoyé en revanche pour le tuer. John et le T-800 s'associent donc pour faire évader Sarah Connor, internée dans un hôpital psychiatrique afin qu'il quitte la ville. Malheureusement, Sarah, hantée par ses visions du jugement dernier et obsédée par l'idée de l'empêcher, décide de partir de son côté pour tuer Miles Dyson, le futur créateur de Skynet qui, avant ça, dirigeait probablement une usine d'aspirateurs. Voilà, la blague évidente, c'est fait. Mais au moment où Sarah s'apprête à tuer Dyson, John l'en empêche et le T-800 explique toute la situation à Dyson qui les accompagne jusqu'à Cyberdine pour tout détruire, le tout en étant poursuivi par les forces de l'ordre et le T-1000. Personnellement, contrairement à tout le monde, j'aime moins le deuxième film que le premier, même si je le trouve excellent. Le seul gros défaut que je lui trouve est de s'étirer un peu trop. Non pas que je considère qu'il y a des passages inutiles, mais que certaines scènes, notamment les scènes d'action, pourraient être un peu plus brèves. Après, l'intérêt majeur de ces scènes est d'exploiter les nouvelles techniques d'effets spéciaux, et c'est d'ailleurs cet aspect du film qui lui a fait office de plus-value. Les effets numériques du T-1000, créés par ILM, la société d'effets spéciaux de George Lucas, ont cela dit pris un petit coup de vieux. En plus d'ILM, James Cameron a également fait appel à Fantasy II Film Effects pour les séquences de guerre, et Forward pour l'explosion nucléaire et le métal fondu. Et évidemment, Stan Winston rempile pour les effets spéciaux physiques, qui eux sont toujours cool. Et pour l'anecdote, en ce qui concerne les scènes de dédoublement quand le T-1000 prend l'apparence de quelqu'un d'autre, il ne s'agit pas d'images de synthèse, mais des frères jumeaux des acteurs, comme les jumeaux d'Anne et Don Stanton ici, qui sont également les jumeaux du laboratoire dans Gremlins 2, ou encore Leslie Hamilton, la sœur de Linda. Niveau casting, on retrouve une nouvelle fois Linda Hamilton et Arnold Schwarzenegger, ainsi que Earl Bone dans le rôle du Dr Silberman, qui était un con dans le premier film, et qui dans le deuxième est un con. Et normalement, Michael Biehn reprenait également son rôle de Kyle Reese, probablement pour des scènes de flashback, mais toutes ces scènes ont été coupées au montage. Bon, par contre, pour la VF, Pascal Renwick et Elisabeth Wiener, qui doublaient respectivement Schwarzenegger et Linda Hamilton dans le premier film, ont été remplacés à partir du 2 par Daniel Beretta et Véronique Augereau, qui sont devenus par la suite les voix françaises de ces acteurs. Ah, attendez, faut que je le prenne.
Allô? D'ailleurs, si tu veux des anecdotes sur la VF, on pourrait préciser que dans le premier film, il y a Mike Dara qui double à la fois Ginger, la pote de Sarah, et Nancy, sa collègue de travail. Il y a Patrick Préjean qui se retrouve avec 3 personnages, à savoir Matt, le petit ami de Ginger, plus un journaliste à la télé quelques secondes après qu'on ait entendu Matt, et un policier à la radio à un moment, et également Maurice Sarfati, qui est connu pour faire la plupart des méchants dans Nicky Larson, et qui a doublé 3 ambiances dans le film. Et même si Terminator est très peu loquace dans ce film, beaucoup de fans considèrent qu'il s'agit de la meilleure prestation de Pascal Renwick. Et pour rester sur Arnold Schwarzenegger, certains puristes pourraient déplorer le fait que ce soit pas Daniel Beretta qui le double dans le premier film, alors qu'il le fait dans les suites et que c'est sa voix française habituelle, mais il faut savoir que c'était Richard Darbois qui faisait la voix française de Schwarzy dans les années 80. C'est d'ailleurs lui qui devait doubler Terminator, mais comme il a très peu de répliques et que les comédiens étaient payés à la ligne à l'époque, il a refusé de se déplacer. Donc c'est Pascal Renwick qui a pris la relève, qu'il avait doublé dans la série Les Rues de San Francisco et qui le doublera une 3e et dernière fois dans Running Man. C'est à partir de 1988, avec Double Détente, que Daniel Beretta devient la voix française attitrée de Schwarzy. On peut aussi parler du fait que le lieutenant Traxler devient un commissaire dans la VF, et que les adaptateurs se sont fait quelques délires. Par exemple, la fameuse réplique « Fuck you asshole », qui est d'abord prononcée par un punk à l'adresse de Terminator, puis plus tard par Terminator à l'adresse d'un concierge, est traduite par « Je t'emmerde, va te faire foutre », puis par « Va te faire foutre, connard », alors qu'il est censé reprendre les paroles qu'il a apprises du punk puisqu'il essaye d'imiter les humains. Ou encore l'exemple le plus connu sur le net, la scène où les policiers parlent du gilet pare-balles à Sarah Connor. Entre la VO et la traduction en VF, c'est le jour et la nuit. C'est comme comparer la VO et la VF d'un animé du Club Dorothée tellement les dialogues n'ont rien à voir. Pour finir, il y a un mystère à propos du punk blond qui se fait buter par Terminator au début du film, car il est doublé par un comédien inconnu dont la voix est proche de Marc François, sauf qu'il s'avère qu'en fait c'est pas lui, sauf sur quelques bouts de phrases comme s'il avait fait les retakes de ce comédien. Et sur la VHS, il y a une intro racontée par Joël Martineau, l'une des anciennes voix françaises de James Woods, et la voix de Brody dans le redoublage controversé des Dents de la Mer. Et évidemment, on peut pas ignorer le changement de voix du deuxième film. Outre Daniel Beretta qui fait Terminator parce qu'il est devenu entre-temps la VF officielle de Schwarzenegger, il y a Véronique Augereau qui remplace Elizabeth Vienner sur Sarah Connor, et le docteur Peter Silberman n'est plus doublé par Sadie Rebaud, qui faisait la voix de William Shatner dans les premiers films de Star Trek, mais par Jean-Pierre Delage, la voix du professeur Hammond dans Jurassic Park 1. Et le T-1000 est joué par Robert Patrick, dont ce fut le premier rôle important. Il a pas eu une carrière ciné oufissime, mais c'est plutôt dans les séries télé qu'il a été gâté. Et bien que le T-1000 soit un méchant assez classe, la performance est un peu fade, même pour un rôle comme ça. Et je trouve un peu ridicule sa façon théâtrale d'écarter les bras à chaque fois qu'il se fait tirer dessus. Orage au désespoir, une balle je me suis pris. Tu te crois une audition pour le Bolchoï? T'es qui? Nijinsky? Et enfin, Edward Furlong, âgé de 14 ans, fut choisi pour incarner John Connor, et lui non plus n'a pas eu une excellente carrière ciné par la suite, en dehors de l'excellent American History X, car comme tous jeunes acteurs, il est soumis aux problèmes que ça implique et a fini par tomber dans la drogue. Vous avez un appel vidéo. Je suis quoi au bout d'un moment? La secrétaire? Ouais, bah voyons voir ça. Lenny White, savez-vous où est Sarah Connor? T'es un piètre imitateur, tu le sais. Je confirme. Oui, bon, plus sérieusement, on est là pour parler de la saga Terminator, et tu sais que tu n'es pas le seul à préférer le premier au second. Bon, c'est pas mon cas. Hein. T2, pour moi, c'est un film d'action culte, entre autres, hein, pas que d'action, mais dans ces eaux-là, aux côtés de Last Action Hero ou de Une journée en enfer, c'est cher à mon cœur. Personnellement, ce qui me touche le plus, je pense, avec le recul, c'est la relation entre le Terminator, entre Schwarzy et Edward Furlong, alias John Connor, le côté protecteur d'un côté, et puis le jeune qui éduque l'androïde avec des expressions, ceci qui nous permet un comic relief pertinent et très intelligent, qui n'a pas pris une ride. D'ailleurs, le film en lui-même n'a pas vraiment vieilli. Effectivement, c'est un bon point à souligner, c'était même un pari risqué après avoir bien montré le T-800 comme une menace dans le premier film. Et je sais pas si le film l'a fait volontairement, mais je trouve assez intelligent le fait qu'on nous fasse un peu penser que comme dans le film précédent, le T-800 soit le méchant et que le T-1000 est là pour protéger John, et que l'inverse intervient un peu comme un retournement de situation. Puis pour les films d'après, bon courage. Hein. Bon, le 3 est quand même sympathique. Voilà. Mais le 4 et le 5, on oublie. Tandis que Dark Fate, finalement, à côté du 4 et du 5, il est passable. Même si, évidemment, niveau scénario, et je chie sur le 3 et le 4 et le 5, d'ailleurs, il n'existe plus. Mais bon, même pour certains fans, ça chie un petit peu sur Terminator 2. Et le film a eu droit à une version longue avec donc des scènes rajoutées que je n'ai hélas pas vues, car si pour les 3 autres films de Cameron concernés, les DVD proposent facilement les 2 versions, la version longue de Terminator 2 est assez dure à trouver. De toute façon, les scènes supplémentaires ont même pas été doublées en VF.
Car oui, il faut souligner que, comme George Lucas, James Cameron a un penchant pour ressortir ses films en version longue, ce qu'il a fait aussi pour Aliens, Abyss et Avatar. Et heureusement qu'on n'a pas eu de version longue de Titanic, parce que il est très bien, hein, mais il est déjà suffisamment long comme ça. Mais bref, à la fin du second film, tout ce qui est lié à Skynet est détruit, empêchant ainsi la guerre d'avoir lieu dans le futur, ce qui me semble être la résolution la plus plausible. Et ça tombe bien parce que le film devait juste être un diptyque à la base. Il devait donc s'arrêter aux 2. Ce qui aurait été bien parce que ces 2 premiers films, bien que excellents, ont d'énormes soucis de cohérence qui font qu'on se perd rapidement dans des méandres d'incompréhension. Allô ? Eh, c'est pas plus con que d'écrire un scénar pourri à partir d'un caméo qu'on a fait dans la vidéo d'un autre. Je t'emmerde, ok ? Et tout ça bien qu'il ait malgré tout annoncé à plusieurs reprises qu'un 3ème film pourrait voir le jour. Seulement, le studio Carolco, qui a produit Terminator 2, fait faillite à cause du film L'île aux pirates. James Cameron tente ensuite de relancer le projet avec 20th Century Fox, mais sans succès. Mais les fondateurs de Carolco, Mario Kassar et Andrew Vajna, fondent une nouvelle société, à savoir C2 Pictures. Un Carolco 2.0 en fait. Et engage Teddy Sarafian pour écrire le script du film et David C. Wilson pour un potentiel 4ème film. Seulement, James Cameron ne remplit pas en tant que réalisateur. D'ailleurs, avant la faillite de Carolco, Cameron devait réaliser pour eux la première adaptation de Spider-Man sur grand écran, avec Leonardo DiCaprio en Peter Parker et Schwarzy en Homme Sable. Et justement, comme pour Terminator 3, c'est Columbia Pictures qui distribuera le produit final, à savoir le film de Sam Raimi sorti en 2002. Mais bref, James Cameron est donc remplacé par Jonathan Mostow, qui n'a rien fait de bien foufou dans sa carrière. Mais comme il trouvait le scénar de Sarafian nul à chier, il a fait réécrire le scénario par John Brancato et Michael Ferris, qui ont entre autres scénarisé le Catwoman de Pitoff et Terminator 4. Ouais. Et l'histoire de ce 3ème volet, c'est quoi? Eh bien, une forme de Terminator encore plus évoluée que le T-1000, à savoir le TX. Oui, un Terminator femelle. Pourquoi pas? Est envoyé dans le passé non pas pour tuer John Connor spécifiquement, mais pour tuer tous ses futurs lieutenants. Quoi? John tombe d'ailleurs sur l'un d'entre eux, à savoir Kid Brewster joué par Claire Danes, et tous deux sont retrouvés par un autre T-800 venu une nouvelle fois pour les protéger tous les deux et empêcher l'armée de lancer le projet Skynet. Hein? Alors déjà vu que Cyberdine et toutes les preuves ont été détruites, et que le seul à être au courant de tout ça est mort, comment l'armée a-t-elle pu relancer le projet Skynet? Alors, d'après ce que dit le T-800, John et Sarah n'ont fait que retarder l'échéance, car le jugement dernier arrivera de toute façon. Mais attends, mais ça n'a pas de sens! En toute logique, si Skynet est détruit, la guerre nucléaire ne peut pas avoir lieu. Voilà ce qui se passe quand on veut forcer une suite qui n'aurait pas dû avoir lieu à tout prix. On crée des histoires qui se contredisent complètement. Bref, Terminator 3, c'est le début des emmerdes pour la saga, et ce film tranche bien évidemment avec ses aînés parce que, peut-être à cause du changement de réalisateur, le film n'a pas la même substance, on sent beaucoup moins le danger qu'inspirent les machines, parce qu'on les montre beaucoup moins en position de force. D'ailleurs, ce film a eu l'idée plus qu'étrange de rajouter de l'humour. Parce que oui, quand on vous dit Terminator, on pense forcément à un cyborg qui fait ses courses, ou à une voiture qui percute un château gonflable et ça fait un bruit de poète-poète. Et en parlant de poète-poète, on a même un gag de mauvais goût où le TX a agrandi la taille de ses boobs. Boobs poète-poète, quelle délicieuse gaudriole. Et en plus, ils ont osé faire cette blague. Oh, Terminator, il est habillé en cuir, comme un mec des Village People. On va lui faire piquer ses fringues à un danseur de boîte gay. Formidable, vous êtes engagés. Et en cadeau bonus... Parle à ma main. Tu fais trop pitié, tu me saoules, vas-y, parle à ma main. Et puis surtout la cohérence quoi, sérieusement, d'où ils sortent là? Ils reviennent à peine remontés alors que John et Kate ont parcouru plusieurs dizaines de kilomètres en avion alors qu'ils étaient restés sur place dans les décombres de la base militaire à moitié flingués. Bon, cela dit, j'avoue apprécier le petit setup payoff avec les piles endommagées qui explosent. Mais grosso merdo, Terminator 3 est un film assez dispensable. Pas désagréable, mais dispensable. Même visuellement, ce film a plus mal vieilli que le premier film avec ses images de synthèse moches. Bon, niveau casting, on a toujours Schwarzenegger, mais qui malheureusement tombe un peu dans la caricature de lui-même, un truc qui lui arrive beaucoup depuis Batman et Robin. Linda Hamilton évidemment est privée de ce 3ème film, puisque Sarah est morte hors champ, et à cause de ses problèmes de drogue, Edward Furlong n'a pas repris le rôle de John Connor, laissant donc sa place à Nick Stahl. Kate, quant à elle, est jouée par Claire Danes, révélée quelques années auparavant par l'excellent Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann, mais bon, le personnage est juste une putain de demoiselle en détresse qui passe la plus grande partie de son temps à se plaindre. Le TX, quant à elle, est joué par Kristanna Loken, qui a joué dans... Blood Rain de Uwe Boll, King Rising de Uwe Boll, quoi d'autre, Darfour de... C'est qui le réalisateur? Uwe Boll. Mais bref, comme précisé plus tôt, David C. Wilson est également chargé d'écrire le scénario d'un 4ème film avant d'être remplacé par le duo Brancato et Ferris. 4ème film qui sort en 2009 et essaie de jouer la carte de l'originalité en suivant cette fois-ci la résistance en train de lutter contre les machines dans le futur. Et je suis d'accord pour dire qu'on peut pas toujours raconter la même histoire.
Mais honnêtement, c'est un postulat dont personnellement j'ai rien à foutre. Le film est réalisé par Joseph McGinty Nicole, dit McG, qui a réalisé avant ça les deux films Charlie's Angel. Et on va passer assez vite sur celui-là parce qu'il est tellement vide de matière que je vois pas l'intérêt de parler de ce film pendant des heures. Attends, on va être sérieux 2 minutes. Mais qui se souvient de Terminator Renaissance? On est un peu soumis au problème du troisième film, mais en pire, à savoir que le film ne se distingue pas des autres blockbusters sortis à l'époque et est affreusement bateau. L'histoire est tellement insipide que j'arrive même pas à la résumer, et les personnages sont creux au possible. D'ailleurs, niveau casting, Nick Stahl se barre laissant le rôle de John Connor à Christian Bale en pleine période Batman, Claire Danes est remplacée par Bryce Dallas Howard, et on a un petit retour de Kyle Reese interprété par le regretté Anton Yelchin. Et puis en acteur principal, on a Sam Worthington qui interprète un mec qui va rejoindre la résistance. Oui, j'ai bien dit l'acteur principal parce que y a un truc qui me chiffonne avec ce film, je me rappelle plus que c'est... Ah oui, y a même pas Schwarzenegger dedans. Ah vraiment? Et ça c'est quoi alors? Ça c'est l'image de synthèse. Ah! Autant pour moi. Mais de toute façon, je ne vois pas où est le problème. Un film ne se limite pas à son acteur principal. Oui, enfin, c'est Terminator quand même. Une des premières plus-values du premier film, c'était Schwarzenegger. Et tu vas aussi pester les prochains James Bond sans Daniel Craig? Non, dans le cas de James Bond, les changements d'acteurs c'est devenu normal. Et puis en plus, James Bond meurt à la fin de Mourir peut attendre, donc c'est justifié. Désolé pour le spoil. Je vois. Et le prochain Pirate des Caraïbes sans Johnny Depp? Tant mieux, Jack Sparrow était devenu naze dans le 5. Et puis il faut laisser le personnage tranquille maintenant, Johnny Depp lui-même le dit. Et justement, le fait que Johnny Depp se soit fait virer des Animaux Fantastiques 3... Je suis d'accord pour dire que c'était sale. Mais bon, après, c'est pas comme si les Animaux Fantastiques étaient une franchise géniale. Et puis, Mads Mikkelsen est un excellent acteur, et si ça se trouve, il sera meilleur que Johnny Depp. PS, non j'ai pas vu le film, non j'ai pas envie de le voir. C'est moi ou on a digressé? Vous êtes chiants tous les deux. C'est mon job. Vous feriez mieux de vous y habituer. Oh, et vous avez reçu un message. Bon bah, allons voir ça. Toi? Mais qu'est-ce que... Comment? Tout ce que je peux te dire, c'est que t'as encore beaucoup de choses à apprendre sur toi. Oui, je sais, on me l'a déjà dit. T'es venu m'aider pour l'affrontement, c'est ça? Exactement, mais sache que ta vie ne sera plus jamais la même après. Oh, putain, tournevis Sonic! C'est quoi la prochaine étape? Je vais avoir un Tardis? Juste, il va falloir que tu renonces à tout ce que t'as vécu jusque-là, car tu ne pourras pas vivre éternellement sur cette planète. Wouah, putain, il fait de la lumière, du son et tout. T'as dit quoi, l'écoutez pas? Qu'importe, j'ai tout le matos nécessaire sur moi pour buter du cyborg. Ok, génial. Direction Pont-Réan. Attends. T'as un plan d'attaque? Ah, on attaque? Lenny, sérieusement, on parle d'aller affronter une armée de robots. Ils sont peut-être 300 là-bas et nous on est que 2. Mais attends, t'es pas le chef de truc les gardiens quelque chose lumière? Désolé, mais mes potes sont occupés chacun de leur côté. Ils sont morts, c'est ça? Non, vraiment, ils sont occupés sur d'autres missions. Tu sais, Lenny, tu n'es pas le centre de mon univers. Bref, allons-y. Bon, je suis emmerdé. On est passé de 2 excellents films à 2 films sans intérêt. Qu'est-ce qui peut arriver de pire désormais? Terminator Renaissance, aussitôt sorti, aussitôt oublié. Mais un an avant sa sortie, McG annonce également la sortie d'un 5ème volet s'inscrivant dans la continuité du 4 avec Kyle Reese toujours joué par Anton Yelchin qui se rendait dans le passé pour protéger Sarah Connor. Sauf que la production est interrompue par des problèmes juridiques à cause des problèmes de droit. Entre temps, un projet de série d'animation est lancé avant d'être abandonné, et bien sûr, la série Les Chroniques de Sarah Connor s'est lancée également avant de s'arrêter au bout de 2 saisons en seulement 1 an. Mais bref, plus de traces d'un 5ème film jusqu'en 2015, où je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais toutes les vieilles franchises ont décidé de revenir cette année-là, ce qui a donné le meilleur comme Mad Max Fury Road, ou le pire comme Terminator Genesis, réalisé par Alan Taylor qui... Attends, ça me dit quelque chose. Et réalisé par Alan Taylor, réalisateur de quelques épisodes de Game of Thrones et de... Ah ouais, exact. Bon, une nouvelle fois, c'est pas le pire film du MCU. Il y a peut-être une chance que... Et niveau casting, fort heureusement, Schwarzenegger est de retour, et l'histoire fait également revenir Sarah Connor jouée par Emilia Clarke, la Daenerys de Game of Thrones, Jason Clarke, qui n'a pas de lien de parenté avec Emilia en John, et Jay Courtney en Kyle Reese, qui est un peu spécialiste des 5e volets de merde, puisqu'il a joué dans Die Hard 5 2 ans auparavant, et autour d'eux gravitent d'autres acteurs comme J.K. Simmons ou Matt Smith. Yes! Enfin un interprète du Docteur dans un film Terminator. Espérons qu'il aura plus de chances que Christopher Eccleston pour son travail avec Alan Taylor. Tu penses? L'histoire propose en fait une version alternative du premier film, les humains sont en guerre contre les machines, et la première grosse connerie arrive au bout de 10 minutes, que à peine la bataille commence, que l'unité centrale de Skynet est détruite, faisant tomber les machines. Du coup bah, plus la peine de se battre, c'était bien la peine de faire un discours à la Braveheart, mais Skynet a réussi à envoyer son premier T-800 en 1984, et Kyle Reese est donc envoyé par la suite, mais un T-1000 parvient à le suivre. Mais qu'est-ce qu'un T-1000 vient foutre là-dedans? Mais en 1984, le T-800 du premier film est intercepté et détruit par un autre T-800 qui... Et Kyle Reese, pris en chasse par le T-1000, est sauvé par Sarah Connor, déjà au courant de tout et qui fait équipe avec l'autre T-800. C'est
gloubi-boulga incohérent. C'est quoi cette merde? Qu'est-ce qu'ils ont foutu? C'est honteux. Bon alors apparemment Sarah a décidé de faire le boulot elle-même avec un T800 reprogrammé qu'elle appelait Papy, également capable de sourire comme un demeuré. Ah non là c'est trop, j'en peux plus. Je sais pas, y a trop de trucs. Il y a John Connor qui est aussi devenu un Terminator, c'est de la merde. Et puis le T-1000, on apprend jamais d'où qui vient. Et le T-800 qui reste en vie, on en parle. Non. Juste, non. C'est pas possible. C'est de la merde en barre ce film. Et à côté, Spider-Man Far From Home, c'est quand même un chef-d'œuvre. Même Batman et Robin. Même le Lac des Morts Vivants. Et ce film était tellement une merde que ça a probablement réveillé James Cameron qui est revenu et qui a dit « Les mecs, vous êtes nuls, dégagez !» Et ainsi James Cameron décide de faire table rase des 3 précédents films et décide de faire un 6ème film qui fait suite directe aux 2 premiers. Et cela dit, il ne s'occupera que de la production et la réalisation échoue à Tim Miller, le réalisateur de Deadpool, et le scénario à David S. Goyer, le scénariste de la trilogie Dark Knight, et Billy Ray, le scénariste du premier Hunger Games, et un 3ème scénariste, Justin Rhodes. Et Terminator Dark Fate se veut comme un reboot de la saga et lance une nouvelle trilogie. Avec ce postulat de départ, est-ce que le film est bon? Est-ce qu'il évince toutes les merdes qu'on s'est tapées depuis le 3ème film? Est-ce qu'on est enfin retourné à la qualité des 2 preux? Non! Terminator Dark Fate est à chier. Bon, pas autant que Genesis, mais à chier quand même. Déjà, le film démarre très mal avec une scène d'intro qui rend d'un coup le 2ème film complètement inutile, puisque alors qu'ils savourent à peine leur victoire, Sarah et John se font attaquer par un nouveau T800. Qui tue John? Oh mon dieu, ils ont tué John Connor! Espèce d'enfoiré. Bon, pour dire un peu du bien de cette scène et du film en général, j'avoue que le rajeunissement numérique de Linda Hamilton et la recréation de la version enfant d'Edward Furlong sont très convaincants, on pourrait vraiment croire qu'on est encore en 91. Bref, Skynet a bien été détruit, mais un Skynet de substitution envoie tout de même un Terminator modèle Rev 9, qui est grosso modo comme le T-1000, mais qui peut séparer son enveloppe charnelle de son endosquelette quand il veut, et quand même conserver ses capacités. J'ai pas besoin de détailler à quel point c'est débile et incohérent, j'imagine. En fait, je sais pas trop comment résumer l'histoire simplement, tellement c'est un gloubi-boulga d'incohérences aberrantes de bêtises. Bon, ce film m'énerve moins que le précédent, cela dit, parce que, au moins, il ne se fout pas de la gueule du premier film, mais ça n'en reste pas moins un film mal écrit qui, encore une fois, n'existe que pour étirer une formule déjà pétée. Et puis je vais pas trop m'étendre sur le débat film féministe et pro-mexicain parce que bon, les 2 premiers films l'étaient déjà, donc c'est pas problématique en soi. Et déblatérer sur ce genre de truc, c'est aussi chiant que de se taper Libéré délivré en boucle. Ou ne parlons pas de Bruno. Allô? Tu peux arrêter de dire du mal des Disney que t'as pas vu? Absolument pas. Bon, écoute, ou tu t'arrêtes tout de suite, ou je signale ta chaîne. J'ai peut-être tort, mais c'est peut-être pas le meilleur moyen de le convaincre. Conduis-toi en gentleman. Mais ce type se croit tout permis? Doucement, prince. Gentiment. Puis-je compter sur toi pour arrêter de critiquer? Non. Oh là, du calme, du tact, de la gentillesse. Serais-tu prêt à m'accorder le plaisir infini d'arrêter de critiquer? S'il te plaît, peut-être. S'il te plaît. Non, point barre. Tu ne peux pas rester campé sur ta position. Si. Parfait. Dans ce cas, va au diable. Et donc, après le T800 qui pique ses fringues aux danseurs de boîte gay, le T800 qui sert que de décor et... Papy, à quoi on va avoir droit cette fois? Au T800 qui a buté John Connor et qui s'en est repenti et qui est devenu père de famille, qui coupe du bois et fabrique des dentelles. Y'a rien qui va là-dedans. Le fait qu'il se repentisse va complètement à l'encontre de ce qui rend le Terminator dangereux. Ensuite le coup de la barbe, c'est pas logique quoi. Alors oui, dans Genesis on explique vite fait que l'enveloppe charnelle peut vieillir. Mais sérieusement, vous voulez vraiment vous fier à la logique de Genesis? Et puis évidemment qu'on a toujours voulu voir un Terminator bûcheron qui fabrique des dentelles. Maintenant le pire qu'on pourrait imaginer ce serait qu'il se mette à faire ça. Les pouces en avant, les coudes en arrière. Allez, petit pas devant, petit pas derrière. Pourquoi s'acharner? Je veux dire, à quoi bon continuer à vouloir triturer dans tous les sens une formule qui ne marche plus? Les mecs se sont tirés une balle dans le pied en forçant une histoire qui se concluait déjà très bien, à continuer davantage, créant des trucs plus incohérents les uns que les autres, et ne capturant pas la substance des 2 seuls bons volets de la saga. Terminator 1 et 2 étaient vraiment le reflet de leur auteur. James Cameron y a apporté son imagerie et ses thématiques qu'on retrouvera dans tout le reste de sa filmographie, là où Mosto, McG, Tyler et Miller se sont juste contentés de suivre des directives. Mais est-ce que la faute leur incombe? Peut-être pas.
La réalisation de ces films reste quand même acceptable, et seuls les effets numériques du 3 sont risibles. C'est un peu un raccourci facile, mais je pense que la faute revient aux scénaristes qui ne réfléchissent pas suffisamment à la consistance du récit, et aux producteurs qui cherchent à étirer la formule parce que la licence Terminator fait vendre. Au point que même quand Cameron lui-même décide de reprendre les rênes en faisant table rase des films post-T2, ils arrivent quand même à se planter. On peut reprocher au 5e élément des inexactitudes dans son scénario, mais il reste en soi bien structuré et ne se contredit jamais. On peut reprocher à la saga Mad Max d'avoir des scénarios simplistes, mais c'est compensé par une myriade de commentaires sociaux qu'on découvre quand on analyse vraiment la chose. Et on peut reprocher au MCU d'être redondant, mais il a au moins le mérite de présenter des personnages attachants qu'on a envie de suivre, ce que même Terminator a fini par perdre. Toutes les bonnes choses ont une fin. Ça peut paraître triste, mais il faut se dire qu'un jour, nous n'aurons plus de films Star Wars. Le MCU finira par s'arrêter, et les réalisateurs qui ont réussi à maintenir leur licence de A à Z ne sont pas éternels. Toute franchise doit s'arrêter à un moment ou un autre. Et dans le meilleur des mondes, ne pas faire la même erreur que Terminator, et s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Alors c'est ça, Pont-Réan. Oui, enfin, c'est pas Pont-Réan même, mais en tout cas on n'en est pas loin. Et d'après nos infos, il se cache dans ce bâtiment avec la bite dessinée sur la porte et où il y a Nullings. Un nouveau face à face, White. Même visage découvert cette fois-ci. Contrairement à toi, Nullings. C'est quoi le sac sur ta tête là, c'est pourquoi? C'est de ta faute. Tu m'as défiguré le visage, je te rappelle. Eh mais oh, est-ce qu'on peut vraiment parler de défiguration vu que ton visage était déjà moche de base? Rigole pas, je vois que dalle avec ça sur la tête. M'en charge ou tu t'en charges? Oh bah ça dépend lequel de nous deux danse le mieux. C'est la marmelade de ma grand-mère. C'est la marmelade de ma grand-mère. Dansons la marmelade ce soir sous les ponts. Dansons la marmelade ce soir mon garçon. On sait pas danser, non. Au pire, on change pas une sorte de ticagne. Ouais, on lui coupe les bras ou les couilles? Les deux. Les deux bras ou les deux couilles? Passe-moi ton flingue. Quoi? Passe-moi ton flingue, je te dis. Bon bah ça c'est fait. Attends, mais c'est tout ce que tu trouves à dire? Un mec vient de se suicider devant nous. Et puis criminel ou pas, c'est grave quand même. Holy shit. Captain America Soldat d'hiver. Non, surtout pas, c'est mon film préféré. T'as quoi toi? J'ai le 5e élément. Non, je le fais pas, ça c'est mon film préféré. J'ai encore mieux, le lac des morts vivants. Spider-Man Far From Home. Terminator Dark Fate. Une balle. Explose cette porte. Il y a une porte ouverte juste à côté. Ah, m'en fous, j'ai quand même explosé. Viens, on n'a pas le temps. On bouge plus les mains sur la tête. J'ai toujours rêvé de dire ça. Ça va. Alors tu as réussi. Malgré ton incompétence, tu as réussi à venir jusqu'ici, affronter toute une armée de cyborgs. Mais ta chance s'arrête ici. Ça suffit. Tu peux encore faire machine arrière, tu sais. Le pouvoir de l'amitié, tout ça. Toi-même, tu sais. Pauvre abruti. Pourquoi je voudrais suivre un pauvre minable comme toi qui fait une émission pourrie que personne regarde? Regarde-moi. J'ai créé un empire à moi tout seul, ou presque. Et une fois que j'aurai détruit le dernier muta cérébral en vie, je serai... Adieu. Oh un dieu, si c'est un dieu avec un petit dé, c'est ce que je veux dire. C'est clair, ton petit numéro il marche pas une seule seconde. Je vais te dire, t'es qu'un petit merde 2 immature, détestable et dispensable. Oh ouais. Et tu seras jamais au-dessus de qui que ce soit, en particulier ceux qui savent vraiment être honnêtes. Oh non. Ah le gros au lieu de faire le cake, viens me battre en premier. On m'appelle Monsieur le Gros. Ah alors c'est ça un guerrier de la lumière. On peut dire que tu n'es pas fidèle à ta réputation. Quand j'en aurai fini avec toi et ton pote l'attardé, j'irai m'occuper d'eux personnellement. À commencer par la jolie brune, comment elle s'appelle déjà? Ah oui, Emiko. Maman. Lenny, ton tournevis, ça tombe, maintenant. Putain. Ce n'est pas encore fini. Du calme, c'est moi. Ah c'est toi. On a réussi mec. Je sais, mais vous avez des précautions à prendre tous les deux. Ah mais c'est dégueulasse, mais ça va pas d'imaginer des trucs pareils. Un peu de respect, s'il te plaît.
Je parle pas de ça, je parle de moi. Et en plus, tu voudrais que je pratique la mécanophilie. Bravo, c'est pas comme ça que je t'ai élevé. Même reprogrammé, je suis encore dangereux pour toi et pour tout le reste de l'univers. Quoi? Ma mission ici est accomplie, je n'ai plus de raison de vivre. Et attends, tu vas pas me laisser aller avec l'autre ivrogne? Eh Non mais je parlais de l'autre là. Ah. Tu ne seras pas seul. Allez, fais ce que tu as à faire. À l'huile. Félicitations, monsieur White. Vous avez réussi votre mission. Vous avez gagné un cadeau à la hauteur de cette victoire. J'espère que c'est pas une turlute, ça serait de la mécanophilie, Vision. Ta bouche! Oh, calme-toi, Lados, calme-toi. Bref, allez voir dehors. Dieu, Jésus, Bouddha, la Tarantino. Désormais, mon cher Lenny, je vais te suivre dans tes conneries. Let's go! Yeah!